Imaginez-vous au sommet du monde, dans un tourbillon de luxe et de promesses éternelles. C'est ce que vivait Chloé, ou du moins ce qu'elle croyait vivre. Mais les contes de fées cachent souvent des secrets sombres et des personnages cruels. Que se passe-t-il quand le rêve se transforme en un piège glacial, quand la personne qui devrait vous protéger devient votre pire ennemi? L'histoire que vous allez découvrir est celle d'une lutte acharnée pour la survie, d'une trahison qui dépasse l'entendement et d'une force insoupçonnée qui naît dans le plus profond désespoir. Accrochez-vous, car ce récit vous montrera jusqu'où peut mener la haine, mais aussi jusqu'où peut aller le courage d'une mère. Chloé n'avait jamais connu le luxe. Ayant grandi dans le système de l'aide sociale à l'enfance, sa vie était une succession de foyers et d'écoles, un combat constant pour se construire un avenir. Intelligente et déterminée, elle avait réussi à intégrer une école d'infirmières à Paris. C'est là, entre les murs aseptisés de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qu'elle a rencontré Adrien de Varenne. Ce jeune homme charismatique, issu d'une des familles les plus riches de Neuilly-sur-Seine, était hospitalisé pour une simple appendicite. Pour Chloé, ce fut un coup de foudre. Adrien semblait différent, sincère, fasciné par sa force de caractère. Il l'a couverte d'attention, lui a fait découvrir un monde de restaurants étoilés et de week-ends improvisés. Quand Chloé a découvert qu'elle était enceinte, puis que l'échographie a révélé non pas un, mais 3 bébés, leur monde a basculé. Adrien, d'abord paniqué, lui a juré son amour éternel et a insisté pour l'épouser. Mais la rencontre avec sa mère, la glaciale Élisabeth de Varenne, a été le premier signe que le conte de fées allait virer au drame. Le mariage fut une mascarade orchestrée par Élisabeth. La réception se tenait dans l'hôtel particulier familial, un lieu immense et froid où chaque objet semblait crier sa valeur. Chloé, dans sa robe de créateur, qui dissimulait mal son ventre déjà bien arrondi, se sentait comme une pièce rapportée, un corps étranger. Ses pieds étaient enflés, son dos la faisait souffrir et le corset de sa robe lui coupait le souffle. Elle avait supplié Adrien de faire une cérémonie simple et rapide, avant que sa grossesse ne soit trop visible. Mais Élisabeth avait insisté pour un événement grandiose, repoussant la date jusqu'à ce que Chloé se sente lourde et disgracieuse. Elle se sentait observée, jugée par des invités au sourire carnassier qui murmuraient dans son dos. C'était une humiliation publique, méticuleusement planifiée. Adrien, lui, semblait ailleurs, déjà happé par les obligations sociales et les conversations futiles avec les amis de ses parents. Épuisée, Chloé décida de s'éclipser un instant. L'air de la salle de bal était suffocant, saturé de parfums coûteux et de champagne. En traversant le grand hall de marbre, elle cherchait juste un peu de calme. C'est alors qu'elle entendit la voix de sa belle-mère, tranchante comme un éclat de verre. Élisabeth se tenait dos à elle, discutant avec une femme élégamment vêtue. « Angela, ma chère, je ne sais pas comment je vais survivre à ce désastre. Mon fils unique qui me ramène cette petite arriviste des services sociaux et enceinte de triplé qui plus est. J'ai failli m'évanouir. On ne sait même pas de qui sont ses enfants. Cette fille est une petite maligne, prête à tout, pour un nom et une adresse à Neuilly. Et mon Adrien, si naïf, si crédule, il s'est entêté. Je l'aime, maman. Quelle punition! Moi qu'il voyais épouser la fille de l'architecte Dubois. Pas ça. » Chaque mot était un poignard dans le cœur de Chloé. Chloé sentit le sang quitter son visage. Une nausée violente la submergea. Elle toussa bruyamment, plus par réflexe que par intention. Élisabeth sursauta et se retourna. En voyant Chloé, son visage se métamorphosa instantanément, affichant un sourire mielleux et factice. « Chloé, mon enfant, tu n'as pas l'air bien, tu es toute pâle. Laisse-moi appeler le chauffeur pour qu'il te ramène à la maison. Dans ton état, tu as besoin de beaucoup de repos. Ne t'inquiète pas pour nous, nous finirons la soirée sans toi. » Le cynisme était si flagrant que Chloé en eut le souffle coupé. Elle n'eut même pas la force de protester. Elle se sentait soudain terriblement seule, une étrangère au milieu de cette fête qui était censée être la sienne. Acquiesçant d'un signe de tête, elle quitta sa propre réception de mariage, le cœur en miettes, laissant derrière elle les rires et la musique qui sonnait désormais comme une insulte. Une fois dans la chambre immense et impersonnelle qui était désormais la sienne,
Chloé s'effondra sur le lit, pleurant à chaudes larmes. Elle espérait qu'Adrien, réalisant son départ, viendrait la rejoindre, la consolerait. Mais les heures passèrent, longues et silencieuses. Ce n'est qu'à l'aube qu'il est rentré. L'odeur d'alcool et d'un parfum féminin qui n'était pas le sien flottait autour de lui. Il trébucha en entrant dans la chambre et s'écroula sur le lit, tout habillé, s'endormant aussitôt. Chloé le regarda, un sentiment de dégoût et de tristesse infinie l'envahissant. Ce n'était pas le mariage dont elle avait rêvé. C'était une parodie cruelle, une fête sans la mariée. Le début de leur vie commune ressemblait déjà à une fin. Elle se sentait piégée, seule avec ses 3 bébés à naître dans un monde qui ne voulait pas d'elle. Chloé détestait ce prénom qu'on lui avait donné à l'orphelinat. On l'avait trouvé à l'âge de 3 ans, en mars, abandonné près d'une église. De sa vie d'avant, elle n'avait que des bribes de souvenirs, des cris, des pleurs, la peur collante d'une enfant. Pas de nom, pas de date de naissance, rien. Juste un vide immense. À l'institution, elle était devenue une enfant silencieuse, studieuse, se réfugiant dans les livres pour échapper à une réalité sans saveur. La routine était sa seule encre. Lever, cours, repas, coucher. Contrairement aux autres enfants qui se rebellaient contre ce régime strict, Chloé l'acceptait. Elle ne connaissait rien d'autre. Elle excellait dans ses études, poussée par une volonté farouche de s'en sortir seule, de ne dépendre de personne. Son rêve était simple, devenir infirmière, avoir un travail stable, un petit appartement bien à elle. L'amour et la famille semblaient des luxes inaccessibles. Sa rencontre avec Adrien avait brisé toutes ses résolutions. Il était tout ce qu'elle n'était pas, insouciant, entouré, protégé. Au début, elle se méfiait de cet écart social, de ce monde doré qui n'était pas le sien. Elle lui avait tout raconté, son passé d'orpheline, sa solitude. Loin de le faire fuir, cela semblait le fasciner. « Tu es incroyable, Chloé, tu t'es construite toute seule. Moi, j'ai tout eu sur un plateau. Mon père a payé mes études à l'étranger. Ma mère me traite encore comme un enfant de 5 ans. » Chloé lui répondait avec passion « Tu ne te rends pas compte de la chance que tu as. Avoir des parents qui s'inquiètent pour toi, c'est un cadeau. Tu penses que c'est formidable d'être seule. C'est terrifiant de n'avoir personne sur qui compter. » Il l'écoutait, les yeux brillants, et elle avait cru à sa sincérité. Elle s'était laissée aimer pour la première fois de sa vie. Leur idylle avait été fulgurante. Adrien était tendre, passionné, lui promettant un avenir à deux, loin de l'influence de ses parents. Il venait la chercher, après ses cours en voiture de sport, sous le regard envieux de ses camarades. Chloé se sentait comme Cendrillon. Elle flottait sur un nuage, persuadée d'avoir trouvé l'homme de sa vie. Et puis les premiers signes étaient apparus. Les nausées, la fatigue, l'humeur changeante. Le test de grossesse positif fut un premier choc. Elle redoutait la réaction d'Adrien. Ils étaient si jeunes. Ils avaient des projets de voyage, de liberté. Elle attendit plusieurs semaines, le cœur serré d'angoisse, avant de trouver le courage de lui en parler. Elle l'emmena avec elle à l'échographie, espérant que voir l'image de leur enfant le rassurerait, les souderait. Elle ne s'attendait pas au verdict du médecin. Le radiologue fronça les sourcils, passant la sonde sur son ventre avec une concentration intense. Il murmura pour lui-même « 1, 2, oh mon Dieu, 3, c'est incroyable, félicitations, vous attendez des triplés. » Le mot tomba comme une bombe dans le silence du cabinet médical. Chloé sentit le sol se dérober sous ses pieds. Adrien, à côté d'elle, devint livide. Sur le chemin du retour, il explosa. « Des triplés, Chloé, mais comment on va faire? Tu es infirmière, tu n'as pas pensé à la contraception, mes parents vont me tuer. On va vivre où? Dans ton studio de 20 mètres carrés, je n'ai même pas mon propre appartement. Mon père m'en a promis un pour mon mariage, mais maintenant... » Chloé, en larmes, se défendit. « Arrête de me crier dessus comme si j'étais la seule responsable. J'ai aussi peur que toi. Je ne suis pas prête, je dois finir mes études. Tu vas me quitter, c'est ça ?» Voyant sa détresse, Adrien se radoucit. Il la prit dans ses bras, la serra fort. « Non, bien sûr que non, je ne te quitterai pas. Ce sont mes enfants aussi. On va faire face, ensemble. Il faut qu'on l'annonce à mes parents et qu'on se marie. On va s'en sortir, je te le promets. » Ces paroles la calmèrent,
Mais une petite voix au fond d'elle lui disait que rien ne serait plus jamais pareil. La présentation aux parents d'Adrien fut une épreuve. Élisabeth et son mari, Charles, la dévisagèrent comme une bête curieuse. Quand Adrien, la voix tremblante, annonça la grossesse et les triplés, Élisabeth poussa un petit cri et porta la main à son cœur. S'ensuivit un interrogatoire humiliant sur son passé, ses origines, ses intentions. Le verdict était sans appel, elle n'était pas digne de leur fils. Mais, face au fait accompli, ils durent céder. Il fut décidé que les jeunes mariés vivraient dans l'hôtel particulier, pour le bien des enfants. La vie sous le toit des deux Varennes était une prison dorée. Chloé dut abandonner son petit boulot d'aide-soignante. Une belle fille de Varennes ne travaille pas comme domestique, c'est une honte, avait décrété Élisabeth. On lui permit tout juste de terminer ses études, et elle se présenta aux examens finaux avec un ventre énorme. Chaque jour, Élisabeth sapait la confiance d'Adrien. Dès qu'il rentrait du travail, elle l'entraînait dans le bureau de son père pour des conversations à huis clos. « Mon chéri, tu n'imagines pas ce que ton infirmière a encore fait aujourd'hui. Elle a ruiné ta chemise en soie en la lavant au mauvais programme. Elle passe ses journées au lit. Elle a pris tellement de poids. Es-tu seulement sûr que ces enfants sont de toi? Nous n'avons jamais eu de jumeaux dans la famille. Alors des triplés, c'est une charge immense pour toi. Tu es si jeune. » Adrien, faible et influençable, commençait à douter. Il devenait distant, irritable. L'idée de la paternité, qu'il avait d'abord un peu excitée, se transformait en un fardeau. Après chaque discussion avec sa mère, il se montrait froid avec Chloé, lui reprochant des broutilles. « Maman, que veux-tu que je fasse? Que je la mette à la porte, enceinte? Qu'est-ce que les gens vont penser? Et puis, je l'aime, » protestait-il mollement. Élisabeth souriait alors doucement. La mettre à la porte? Quelle horreur! Non, mon chéri, j'ai une bien meilleure idée, une façon de vérifier certaines choses. Leur mariage, qui aurait dû être un moment de joie, ne fut qu'une formalité expédiée, un spectacle pour la galerie. Adrien prononça à peine son « oui » et sembla soulagé quand ce fut terminé. Les 2 semaines qui suivirent le mariage furent un supplice. Il n'y eut, bien sûr, aucune lune de miel. Les cadeaux de mariage, de généreux chèques, furent confisqués et gérés par Élisabeth. Chloé n'en vit jamais la couleur. Les disputes avec Adrien devenaient quotidiennes. Il se plaignait qu'elle bougeait trop la nuit, qu'elle l'empêchait de dormir avec ses allers-retours aux toilettes. Finalement, il déménagea dans une autre chambre. Chloé se sentait plus seule que jamais. Elle avait un besoin désespéré de réconfort, de tendresse, mais son mari la fuyait. La peur des mois à venir la paralysait. Peur de l'accouchement, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas savoir s'occuper de 3 bébés en même temps. Elle n'avait personne à qui se confier. Elle se raccrochait à l'idée que tout changerait quand Adrien tiendrait ses enfants dans ses bras. Le lendemain, Adrien lui asséna le coup de grâce. « Je pars en déplacement professionnel demain, pour 3 semaines environ. C'est très important pour ma carrière. » Les larmes montèrent aux yeux de Chloé. « 3 semaines, mais Adrien, je suis presque à terme. Ta mère me déteste, ton père m'ignore. Et si j'accouchais plus tôt? C'est fréquent avec les grossesses multiples. Comment peux-tu me laisser seule maintenant? Je t'en prie, reste. » Il fronça les sourcils, visiblement agacé. « Arrête de lire des bêtises sur Internet. Il te reste au moins 1 mois. Et puis, tu n'es pas seule, mes parents sont là. Comprends-moi, je fais ça pour nous, pour notre avenir. Arrête de faire des caprices. » Chloé se tut, blessée et vaincue. Elle le regarda faire sa valise, le cœur lourd. Elle comprenait que ce voyage n'était qu'une fuite, une excuse pour échapper à ses responsabilités. Une fois Adrien parti, la maison devint encore plus silencieuse et hostile. Le personnel, sous les ordres stricts d'Élisabeth, l'ignorait superbement. Elle était un fantôme dans ce palais de marbre. Une nuit, 1 semaine après le départ d'Adrien, elle fut réveillée par une douleur fulgurante. Son ventre était dur comme de la pierre. Les contractions avaient commencé, violentes et rapprochées. Paniquée, elle se traîna jusqu'à la chambre de sa belle-mère, frappant à la porte de toutes ses forces. « Au secours, ouvrez, je ne me sens pas bien. » Élisabeth apparut sur le seuil en peignoir de soie, le visage crispé par l'agacement. « Mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme en pleine nuit? Tu n'as pas encore accouché que tu nous empêches déjà de dormir. Qu'est-ce qui t'arrive? »
Chloé, pliée en deux par la douleur, put à peine murmurer « Je crois que je perds les os. Appelez une ambulance, s'il vous plaît. » Voyant l'état de Chloé, Élisabeth comprit que la situation était sérieuse. Plus par peur du scandale que par compassion, elle appela le SAMU. Tout en attendant, elle pestait. « C'est tout ce qu'il me manquait. Tu ne pouvais pas attendre. Il faut toujours que tu causes des problèmes. » Quand les ambulanciers arrivèrent, ils emmenèrent Chloé d'urgence à la maternité. Son état était critique, le risque d'accouchement prématuré imminent. Les médecins parvinrent à stopper le travail après 24 heures de lutte acharnée, mais le verdict fut sans appel. Elle devait rester hospitalisée jusqu'à la naissance des bébés, en observation constante. Dès qu'elle put, Chloé essaya d'appeler Adrien. Elle voulait qu'il revienne, qu'il soit là pour elle. Mais son téléphone était éteint en permanence. Élisabeth, elle, ne répondait plus à ses appels. Les jours s'étiraient, longs et angoissants. L'absence de nouvelles d'Adrien était une torture. Avait-il changé de numéro? L'avait-il abandonné pour de bon? Le doute s'insinuait en elle, empoisonnant ses pensées. Elle pleurait en silence la nuit, son grand ventre comme seul compagnon. Ses voisines de chambre, émues par sa détresse, partageaient avec elle leurs fruits ou leurs gâteaux. C'est dans ce désert affectif qu'elle rencontra Françoise, une aide-soignante d'une 50aine d'années, au regard doux et à la voix réconfortante. Françoise voyait bien la solitude de la jeune femme et venait souvent discuter avec elle, lui apportant parfois un plat fait maison pour changer de la nourriture insipide de l'hôpital. Elle était devenue son seul rayon de soleil, sa seule confidente dans cette épreuve. Alors que la date de l'accouchement approchait, l'angoisse de Chloé atteignait son paroxysme. Adrien était toujours injoignable. Elle finit par supplier Françoise. « S'il vous plaît, je n'en peux plus. J'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose à Adrien. Il n'a jamais été aussi longtemps sans donner de nouvelles. Nous sommes mariés, il ne peut pas m'avoir abandonnée comme ça. J'ai besoin de savoir. Pourriez-vous aller à cette adresse? C'est chez ses parents. Donnez-lui juste ce mot. Peut-être que vous aurez des nouvelles. Je deviens folle à force d'imaginer le pire. » Elle lui tendit un bout de papier avec l'adresse de Neuilly et quelques mots griffonnés pour son mari. Françoise, le cœur serré, accepta d'aider cette jeune femme si malheureuse. Le lendemain, Françoise revint de son service avec une expression grave. Elle s'assit au bord du lit de Chloé, lui prit la main et dit doucement « Ma petite, il faut que tu sois courageuse. Ton mari va très bien, je l'ai vu. Il sortait de la maison avec une autre femme, une grande blonde très élégante. Je me suis approchée, je lui ai tendu ta lettre. Il m'a regardé bizarrement, a jeté un œil à la femme à côté de lui et m'a répondu sans ciller « Madame, vous faites erreur, je ne connais aucune Chloé. » Il n'a même pas pris ta lettre, il l'a jetée par terre. Ses yeux le trahissaient, j'ai vu qu'il mentait. Ma pauvre enfant, il t'a abandonnée. Quelle famille, ce sont des monstres. Le monde de Chloé s'écroula. Une douleur immense, plus forte qu'une contraction, la déchira de l'intérieur. Et sous elle, une flaque d'eau chaude se forma sur le drap. Le travail venait de commencer. L'accouchement fut long et difficile, mais grâce à la compétence de l'équipe médicale, Chloé mit au monde 3 magnifiques bébés en parfaite santé, 2 garçons, Léo et Hugo, et une petite fille, Manon. En voyant ces 3 petites merveilles, si fragiles et si dépendantes d'elle, elle fut submergée par un flot d'émotions contradictoires, une joie immense, pure, mais aussi une tristesse et une peur abyssale. Comment allait-elle s'en sortir? Seule, sans argent, sans soutien, elle passait des heures à les contempler, pleurant de bonheur et de désespoir. Elle espérait encore un miracle, qu'Adrien, apprenant la nouvelle, se repente et vienne les chercher. Mais les jours passaient, et le silence de la famille de Varennes restait assourdissant. La sortie de l'hôpital approchait, et la panique la gagnait. Elle n'avait rien, pas de vêtements pour les bébés, pas de couffin, rien. Son petit studio était encore loué. Où irait-elle? Comment ferait-elle pour porter 3 nouveau-nés toute seule? Une fois de plus, elle se tourna vers Françoise, sa seule ancre. « Françoise, je ne sais pas quoi faire, il faut que je récupère mon appartement. Pourriez-vous aller voir les locataires et leur dire de partir? Je n'ai nulle part où aller. » Françoise la rassura, comme une mère l'aurait fait. « Ne t'inquiète pas, ma petite, je vais m'en occuper. »
Et pour ta sortie, je vais demander à mon frère Julien de venir nous aider. Il a une voiture, il t'apportera des fleurs, des ballons. Ce sera une belle sortie, comme pour tout le monde. Tu verras, tout va s'arranger. » Françoise ajouta, avec une pointe de tristesse dans la voix. « Julien est un homme formidable, tu sais, d'une grande gentillesse. Il boite un peu. Il a été blessé en sauvant un enfant qui avait échappé à sa nourrice sur la route. Un vrai héros. Il a eu moins de chance que l'enfant. La vie est injuste parfois. » Elle eut aussi une idée brillante. « Et puis, des triplés à Paris, ce n'est pas si courant. Je vais appeler la mairie. Qui sait, ils pourront peut-être t'aider, te trouver un logement plus grand. » Ces paroles redonnèrent un peu d'espoir à Chloé. Elle n'était peut-être pas si seule finalement. Il y avait encore des gens bons dans ce monde, des gens prêts à aider une inconnue dans le besoin. Elle se sentit immensément reconnaissante envers cette femme providentielle. Le jour de la sortie arriva. Ses voisines de chambre l'aidèrent à se préparer, à se maquiller un peu. À sa grande surprise, une équipe de la télévision locale, prévenue par la mairie, l'attendait dans le hall. Françoise était là, rayonnante, accompagnée d'un homme grand, au sourire timide, qui s'appuyait sur une canne. C'était Julien. Il lui tendit un énorme bouquet de fleurs et lui murmura « Tenez bon, souriez, je m'occupe de tout. » Il aida Chloé à porter les couffins avec une délicatesse infinie. Les journalistes se pressèrent autour d'elle, posant des questions. Chloé, intimidée, répondit de son mieux, racontant son histoire sans nommer personne. Un représentant de la mairie lui promit solennellement qu'on allait lui attribuer un appartement de 4 pièces en tant que famille exceptionnelle. Pendant ce temps, dans le salon opulent de l'hôtel particulier de Neuilly, Élisabeth de Varenne regardait le journal télévisé régional. Soudain, le visage de Chloé apparut à l'écran, tenant ses bébés dans ses bras. À côté d'elle, un homme boiteux l'aidait avec tendresse. Élisabeth explosa de rage. « Regarde-moi ça, Adrien, je te l'avais bien dit, les enfants ne sont pas de toi. Voilà le véritable père, ce misérable estropié. C'est pour ça qu'elle n'a pas insisté pour que tu reviennes. » Adrien, blême, ne savait que répondre. « Maman, ça peut être n'importe qui, un ami, un voisin. On a été dur avec elle. Je l'aime toujours. » Élisabeth le coupa sèchement. « L'amour. Arrête avec tes sensibleries. J'ai envoyé notre chauffeur avec une caméra pour filmer la sortie. On va regarder ça de plus près et tu verras bien avec qui elle te trompait. » Élisabeth était une femme d'affaires redoutable. Ce jour-là, elle avait une présentation cruciale devant un parterre d'investisseurs et de concurrents. Elle avait préparé une présentation PowerPoint impeccable. Le chauffeur lui remit la clé USB contenant la vidéo de la sortie de la maternité alors qu'elle montait dans sa voiture. Arrivée à la conférence, pressée par le temps, elle brancha la clé USB à l'ordinateur, prête à lancer son discours. Mais dans sa précipitation et sa colère, elle se trompa de fichier. Au lieu de ses graphiques financiers, c'est le visage de Chloé et de ses bébés qui apparut sur l'écran géant, suivi par un gros plan sur Julien, l'homme qui l'aidait. Un murmure parcourut la salle. Beaucoup d'invités avaient assisté au mariage et ne comprenaient pas pourquoi Adrien n'était pas là. Élisabeth, réalisant sa gaffe monumentale, tenta de couper la vidéo, mais il était trop tard. L'humiliation était totale. Son discours qui suivit fut confus, sans conviction. Tous les regards étaient sur elle, mais pas pour les bonnes raisons. Dans l'audience, un homme d'affaires influent, Stéphane Lemaître, regardait la vidéo avec une attention stupéfaite. Il reconnut l'homme à l'écran. C'était lui, le héros anonyme qui, 1 an plus tôt, avait sauvé son fils de 8 ans d'une voiture qui fonçait sur lui. Stéphane était en voyage d'affaires à ce moment-là. À son retour, il avait visionné les images de vidéosurveillance du carrefour, mais n'avait jamais réussi à identifier le sauveur de son fils, qui avait disparu avant l'arrivée des secours. Depuis, il cherchait désespérément à le retrouver pour le remercier. Stéphane Lemaître n'était pas homme à laisser passer une telle occasion. Profitant de la confusion générale à la fin de la présentation ratée d'Élisabeth, il utilisa ses contacts pour en savoir plus. Il apprit rapidement la rumeur, le fils de Varenne avait abandonné sa jeune épouse et ses triplés. En quelques coups de fil, il obtint l'adresse de Chloé, celle de son ancien studio où elle venait de se réinstaller.
Le lendemain, il se présenta à sa porte. Avant de venir, il s'était arrêté dans un magasin de puériculture et avait acheté des couches, des jouets, des vêtements. On ne rend pas visite à des nouveau-nés les mains vides. Chloé lui ouvrit, le visage pâle et fatigué. Elle fut surprise de voir cet homme élégant et inconnu sur son palier, les bras chargés de cadeaux. « Excusez-moi, je suis un peu débordée », balbutia Chloé tandis qu'un concert de pleurs s'élevait de l'unique pièce de l'appartement. « Que puis-je pour vous ?» Stéphane lui tendit les paquets avec un sourire. « C'est pour vous et vos enfants, je ne vous dérangerai pas longtemps. J'ai vu un reportage hier. L'homme qui vous accompagnait, celui qui vous a aidé à sortir de la maternité. Je le cherche depuis 1 an. J'ai désespérément besoin de lui parler. Savez-vous comment je peux le trouver ?» Chloé, touchée par ce geste inattendu d'un étranger, se sentit rougir de plaisir. « C'est Julien, le frère de Françoise, une aide-soignante qui m'a beaucoup aidée à l'hôpital. C'est un homme exceptionnel. Il nous a sauvés. Attendez, je vais vous donner le contact de Françoise. Sans eux, je ne sais pas ce que je serais devenue. Nameta. » Grâce aux informations de Chloé, Stéphane retrouva Julien. Il se rendit chez lui et, dès la porte ouverte, le remercia avec une émotion sincère. « C'est vous qui avez sauvé mon fils, Victor. Je vous cherche partout depuis 1 an. Vous avez été blessé à cause de lui. Je vous suis redevable à vie. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. N'importe quoi. » Julien modeste fut gêné par tant d'effusion. N'importe qui aurait fait la même chose. L'important, c'est que votre garçon aille bien. Stéphane insista. « J'ai appris que vous aviez des difficultés à trouver un travail stable à cause de votre jambe et d'autres problèmes. Je suis directeur d'une grande entreprise. J'ai un poste de manager pour vous. Le salaire est excellent. Vous le méritez. Et pour cette jeune mère, Chloé, c'est terrible ce qui lui arrive. J'ai vu qu'elle n'avait même pas de poussette adaptée. Je vais m'en occuper. » La vie de Julien et de Chloé changea radicalement à partir de ce jour. Julien, qui était un gestionnaire de talent injustement licencié par le passé, s'épanouit dans son nouveau travail. Stéphane Lemaître ne regretta jamais sa décision. Comme promis, il offrit à Chloé une magnifique poussette triple, un objet de luxe qui facilita énormément les sorties. Julien passait désormais tout son temps libre avec Chloé et les bébés. Il l'aidait pour les courses, les biberons, les nuits blanches. Une complicité profonde naquit entre eux, un amour calme et solide, bâti sur le respect et l'entraide. Les enfants l'adoraient et commencèrent bientôt à l'appeler « papa ». La douleur de la trahison d'Adrien s'estompait peu à peu, remplacée par la chaleur d'un foyer enfin retrouvé. Pendant ce temps, l'empire des de Varenne s'effondrait. L'incident de la présentation avait ruiné la réputation d'Élisabeth. Elle fut démise de ses fonctions. Son mari Charles fit de mauvais investissements et leur fortune périclita. Adrien, rongé par la culpabilité et le ressentiment envers sa mère, se mit à boire et à jouer. Il tenta de recontacter Chloé, mais elle ne répondit jamais. La honte les suivait partout. Dans leur milieu, personne ne leur pardonnait la façon dont ils avaient traité Chloé et les 3 héritiers. Un jour, Élisabeth, folle de rage de voir que Chloé s'en sortait si bien, proposa un dernier plan diabolique à son fils. « Et si nous récupérions les enfants, Adrien? Tu es leur père, après tout. Nous pourrions l'attaquer en justice. » C'était sa dernière carte pour détruire le bonheur de Chloé. Leur action en justice fut un échec cuisant. Au tribunal, Chloé déclara calmement « Adrien n'est pas le père, ce ne sont pas ses enfants. » C'était un mensonge, mais un mensonge nécessaire pour les protéger. Élisabeth, hors d'elle, hurla qu'elle demanderait un test de paternité, mais la loi était du côté de Chloé. Humiliée, vaincue, la haine la consuma entièrement. Elle engagea des malfrats pour kidnapper les enfants et faire chanter Chloé. Mais le plan tourna mal. Un sans-abri, Gérard, qui avait lui-même perdu sa fille des années plus tôt, vit la scène. Il suivit les ravisseurs et, profitant d'un moment d'inattention, il s'enfuit avec les enfants, les cachant dans une cabane de chasseurs abandonnée. La police, aidée par Julien et Stéphane, finit par les retrouver. Les ravisseurs furent arrêtés et dénoncèrent Élisabeth. Le choc fut si violent qu'elle perdit la raison et fut internée. Adrien, criblé de dettes de jeu, disparut sans laisser de traces. L'empire de Varenne n'était plus que poussière. Chloé et Julien, reconnaissants, retrouvèrent Gérard et l'accueillirent chez eux.
Il devint le grand-père que les enfants n'avaient jamais eu. Ensemble, ils formèrent une nouvelle famille, plus forte et plus unie que jamais, prouvant que les liens du cœur sont infiniment plus puissants que ceux du sang ou de l'argent. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne rien manquer et à partager votre avis en commentaire. Pensez-vous que la vengeance soit parfois la seule justice possible ?